Chers amis, bienvenue sur F1 TV pour débriefer ce Grand Prix de Belgique de Formule 1 sur le plus beau circuit du monde. Yves, on s'est encore régalé parce que c'est vrai que le spectacle est sublimé par ce tracé extraordinairement naturel, le toboggan des Ardennes. Quel magnifique tracé, Pierre, effectivement. Hein, donc on a ces virages rapides, cette descente, ces montées, ces endroits hyper techniques et difficiles. Donc on est vraiment gâtés en Belgique. On a le plus beau circuit du monde et on a eu un très très beau spectacle. On a eu un immense vainqueur, hein, parce que Lewis Hamilton, on commence à s'habituer à ses victoires, mais il faut quand même se rendre compte qu'on a devant nous un champion exceptionnel qui aligne les victoires maintenant, qui commence à avoir un palmarès vraiment impressionnant. Et pour avoir un beau champion, il en faut deux. Il faut deux champions. Et Hamilton et Vettel ont été au-dessus du lot aujourd'hui. Hein. Bien vu, c'est vrai qu'on a eu un duel formidable, mais que le symbole sur ce circuit de légende, d'avoir le record des pole positions égalé par Lewis la veille, en hommage à Michael Schumacher quelque part, avec forcément le clin d'œil de Mick Schumacher au volant de la voiture de son père dimanche midi. Voilà, c'était déjà la tradition. On est sur un circuit qui respire l'histoire de la course. Avec ces F1 2017, nouveau règlement, on a pulvérisé tous les records, 4 secondes plus vite que l'an dernier pour la pole. Donc c'est vous dire que vraiment c'était du sport automobile de haut niveau. Et on s'est régalé avec ce duel entre Lewis Hamilton et Sebastian Vettel parce que on pensait quand même que Mercedes allait avoir l'avantage, Yves, sur un tracé comme celui-là, comme sur celui de Monza en fin de semaine. Et puis finalement on se rend compte qu'il y a même en vitesse de pointe, même en puissance pure, Ferrari est là. Oui, et ça c'est la bonne surprise parce que toute la saison on nous parle d'empattement long pour Mercedes, empattement court pour Ferrari, avantage là, désavantage là. Tout compte fait, la victoire s'est jouée sur peu de choses. Si Vettel était rentré dans les 1 seconde de DRS, les choses auraient changé. Hamilton n'a pas pu gérer du tout. Vettel était tout le temps là, prêt à sauter sur la moindre occasion. Et donc on voit que Ferrari et Mercedes sont au coude à coude à égalité au niveau matériel. Et le championnat va se jouer jusqu'à la fin. C'est génial. On voit aussi, Pierre, c'est que ces deux protagonistes font une différence immense avec leurs coéquipiers. Hein. Ils font le vide autour d'eux. Hein. C'est clair que oui. les deux Vikings, là, on les a pas vus. Alors bon, Kimi Räikkönen, il a peut-être été pénalisé de façon un peu sévère en course, mais enfin, de nouveau en qualif, c'est lui qui se loupe en Q3 dans son dernier tour. C'est toujours à lui que ça arrive. C'est jamais à Seb, parce que Vettel, en qualif, en Q3, eh bien, il vous sort le tour qu'il faut pour se mettre en première ligne et pour jouer la victoire avec Hamilton. Il était assez confiant en début de course. Hein. On s'est rendu compte. Il dit oui, je garde le contact, je le suis facilement, etc. Et sur les pneus, j'ai l'impression que Ferrari était mieux que Mercedes sur un tracé quand même avec les ultra tendres qui était quand même pas évident. Et puis on a vu aussi que Ferrari aurait tenté l'undercut s'il n'y avait pas eu la safety car, et que après quand même voir Hamilton avec les gommes tendres, mais des pneus neufs, parce qu'ils n'avaient plus d'ultra tendres, il a quand même parvenu à contrôler la course jusqu'à l'arrivée, mais ça a été intense jusqu'au bout. Jusqu'au bout, et alors on avait dit, ok, Monza sera, dans quelques jours, sera le jardin des Mercedes, hein, puisque c'est un empattement long et elles vont plus vite, etc. Pas du tout, hein, à Monza, on aura également une course du même acabit. On espère que Kimi Räikkönen, dimanche à Spa, évidemment, il n'est pas sorti de sa torpeur dominicale, hein, parce que même sur un restart, il prenait chaque fois 2-3 secondes, et Bottas aussi était à 7 dixièmes aux essais et il n'a pas trouvé la clé pour aller aussi vite qu'Hamilton. Donc, le championnat se joue entre ces deux-là et Mercedes a aussi intérêt à jouer Hamilton plutôt que Hamilton et Bottas, comme le fait Ferrari avec Vettel et Kimi. Ouais, c'est clair que Bottas, là, il a montré ses limites et je pense qu'il va devoir plutôt jouer le porteur d'eau sur la fin de saison. Ferrari avec le vent dans le dos à Monza, hein, c'est ce qu'on imagine évidemment avec les tifosi qui seront sans doute aussi nombreux que les supporters hollandais de Max Verstappen le week-end dernier. Bon, pas de chance, Verstappen de nouveau, la Skoumoun à domicile et puis même quelle série de malchance depuis le début de l'année qui contraste avec
le formidable opportunisme de Daniel Ricciardo qui amène une Red Bull sur le podium. Hein, c'est quand même un exploit. Oui, alors là, Ricciardo se rappelle à notre bon souvenir parce que tout le monde n'arrête pas de parler de Max et Ricciardo nous a montré qu'il s'est dépassé. Hein. À l'époque, quand il gagnait des courses sur la Red Bull, on se disait oh, il est vraiment champion dans les dépassements. Et là, il a été opportuniste. Il nous a montré qu'il avait encore toutes ses qualités. Maintenant, il faut dire que Max est incroyablement malchanceux, hein, parce que Christian Horner nous disait samedi soir que Max avait fait le tour parfait sur Francorchamps et qu'il avait mis 2-3 dixièmes à Ricciardo avec un tour absolument magique. Donc 2-3 dixièmes par secteur. Exactement. donc même Ricciardo, qui n'avait jamais été battu par son coéquipier de la sorte, même aux essais maintenant, il sait que Max est plus vite. Hein, donc c'est une équipe imminemment bonne et bon, on espère que le Renault va progresser comme ça, ils joueront la gagne aussi. Alors à propos de Renault, eh bien on a eu aussi là une très belle perf de Nico Hülkenberg, hein, best of the rest, on l'a vu, course très solide, la voiture progresse quand même parce que Spa c'est le grand juge et la voiture est là. On sait que le moteur manque encore un peu en performance pure, donc ça veut dire que le châssis a très bien évolué. On l'a vu avec Hülkenberg, on l'a même vu avec Julian Palmer. Alors bon, it's contract time, hein, il y a quand même le souffle du boulet. Il y a notre ami Robert Kubica qui attend au balcon. Donc Palmer, évidemment, il n'a pas eu trop de chance avec cette panne en Q3 et le fait d'être un peu rétrogradé sur la grille. Du coup, en course, de nouveau, on ne l'a pas vu. Il était un peu invisible. Ceux qu'on a vus, avec leur couleur rose, évidemment, ce sont les Panthères de Force India, Ziv, mais on les a peut-être un peu trop vus. Oui, là, notre ami Esteban, il éclabousse Pérez de son talent, hein, Pérez aussi très talentueux évidemment, mais lui c'est un rookie, et il montre les crocs, et une fois de plus, il a montré qu'il est bon comme tout. Maintenant, Pérez a fait, d'après moi, une manœuvre hyper dangereuse dans la descente après la source, évidemment, et donc, Pérez, on ne sait pas pourquoi il n'est pas pénalisé pour ça, parce que s'il y a crash, c'est crash d'avion, hein, Pierre. Donc, ces deux-là doivent se calmer, parce qu'en plus, ils ont une excellente auto, ils ne doivent pas rater l'occasion de marquer des gros points. Là, Ocon limite les dégâts avec une 9e place, mais ce n'est pas suffisant pour Force India. La Force India valait la 6e ou la 7e place que Romain Grosjean a d'ailleurs décroché avec beaucoup de brio sur la Haas. Et puis voilà, chez Force India, ils se sont tirés une balle dans le pied. Alors le problème, c'est que depuis Montréal, Bakou, c'est systématique. Et là, on sent que la tension est trop forte. Et que Esteban Ocon monte en puissance, que Checo Pérez parvient plus vraiment à gérer et à supporter la présence, le voisinage immédiat de Esteban. Alors bon, maintenant c'est au management de gérer, on les connaît bien, on a encore vu Otmar Zafnoer ce week-end et Andrew Green. Bon, c'est à eux de gérer, mais je crains qu'effectivement ils vont être contraints d'imposer des consignes et un ordre, même si ça reste encore à prouver sur la piste. Bon, un dernier mot peut-être, Ziv, pour Massa, ton ami Felipe. Mais oui, Felipe qui est parti du diable au veau vert, qui termine 8e, donc excellente performance, parce que la Williams, il me le disait dans le paddock samedi, est vraiment mauvaise, il n'y a rien à faire avec cette voiture, il s'était qualifié, il n'avait même pas réussi à passer en Q2, alors qu'il me dit qu'il a fait un des meilleurs tours de sa carrière. C'est dire comme la Williams est mauvaise, donc il faut saluer cette performance, belle remontée, 8e place pour la Williams. C'est vrai qu'il faut un pilote d'expérience sur un circuit comme ça pour saisir l'opportunité, et Felipe l'a bien fait. L'équipe Williams aussi a bien, je crois, retourné la situation en course, mais enfin, ils ont exploité tout ce qu'ils pouvaient extraire de la voiture. Et puis, le dernier point pour Carlos Sainz, qui fait vraiment le maximum avec la Toro Rosso, et qui, est un peu, qui plafonne un peu, et on le sent toujours un peu frustré dans ce rôle. Mais alors, la frustration de son compatriote Fernando Alonso, n'en parlons pas, parce que lui, après un départ sensationnel, un premier tour de folie, eh bien, lui, il s'est retrouvé, à l'arrêt, en voyant défiler les voitures à gauche et à droite. Ça doit être insupportable, et on imagine effectivement que ça va forcément avoir des conséquences sur la décision de Fernando dans les semaines qui viennent. Voilà, on a été longs, mais bon, c'est court, parce qu'on n'a qu'une semaine entre les deux Grands Prix. Ça valait la peine. Ci vediamo in Monza, cari amici sportivi.